up, send up Africa. Gëmal sa bopp gëm li nga doon lu bare nga am lu bare nga mën mënuloo noppi. Bonjour à tout le monde et merci de nous avoir invités. C'est d'autant plus difficile qu'on m'a demandé de parler de moi-même. C'est pas le domaine dans lequel je suis très bon. Que vous dire, sinon que le hasard de la vie a voulu que je naisse en France, puisque mon papa est sénégalais. Il était parti faire ses études là-bas. Et puis il a rencontré ma mère qui était française et je suis né en France. Voilà. Et puis j'y suis resté jusqu'à l'âge de 4 ans et quand mon père a terminé ses études, il est rentré au Sénégal avec sa femme et ses 2 enfants. Pourquoi est-ce que je dis ça? C'est parce que, peut-être pour provoquer un peu, il y a souvent des débats sur les nationalités. J'ai la possibilité d'avoir la nationalité française et la nationalité sénégalaise. Je n'ai que la nationalité sénégalaise, c'est le choix que j'ai fait parce que c'est une nationalité qui me suffit amplement. Primaire à Vanvo, primaire à Kléber, secondaire à Vanvo et ensuite l'université de Dakar. Ce n'est qu'un peu plus tard que j'ai ensuite fait, dans le cadre de mes activités professionnelles, un certain nombre de formations à l'extérieur et notamment une à laquelle je tiens beaucoup parce que je fais un peu partie des premiers qui ont reçu la formation en banque et en économie islamique, qui est un sujet assez intéressant. Alors, sur le plan professionnel, j'ai commencé ma carrière à la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. Inutile de vous dire que c'est un endroit où j'ai beaucoup appris, mais paradoxalement, au bout de quelques temps, je me suis un peu ennuyé. Mais j'ai beaucoup appris, notamment en travaillant avec d'autres nationalités avec lesquelles on était en contact pour la première fois. C'est à la Banque centrale que j'ai commencé à travailler avec des Nigériens, avec des Béninois, des Togolais, des Ivoiriens, des Maliens, etc. etc. C'est ce qui est évidemment toujours un facteur d'enrichissement. Et à la Banque centrale, ce que j'ai appris, c'est quelques petites choses très simples. La Banque centrale, c'est l'école de la rigueur. C'est l'école de la ponctualité. Je parle sous le contrôle de Miss Khan. La ponctualité fait partie des sujets sur lesquels je ne plaisante pas. Parce que je pense que ça fait partie du respect minimum que nous devons tous les uns aux autres. Cette habitude de venir à l'heure, et je vous le dis parce que nous sommes dans un pays où on a pris l'habitude d'avoir le quart d'heure, la demi-heure tropicale, et c'est un signe profond de sous-développement. Dans un pays qui est organisé, les choses se font à l'heure. Et la ponctualité, c'est une qualité qui est importante. Comme j'en avais assez, je suis parti dans le secteur privé, parce qu'il y avait une expérience qui se menait. Puisque j'ai géré pendant quelques années une ferme agricole qui produisait du lait, qui produisait des jus de fruits. Paradoxalement, c'est l'endroit où j'ai eu à la fois les plus grandes satisfactions sur le plan professionnel. Je crois que créer, participer à un processus de création, innover, montrer que certaines choses sont capables au Sénégal, vous ne pouvez pas avoir de joie plus grande. Mais c'est également l'endroit où j'ai eu les plus grandes souffrances sur le plan professionnel parce que j'ai été obligé de partir en claquant la porte et ce n'est pas certainement ce que j'avais envie de faire, mais ça fait partie un peu des aléas de la vie. Et ce que j'ai appris dans cette expérience-là, c'est que ce n'est pas spécifique au Sénégal, mais dans tous nos pays, le potentiel est infini. On sait tout faire quand on veut se donner la peine et que l'on a décidé de ne pas vivre en imitant les autres et qu'on décide de faire ce qu'on a envie de faire, nous, parce que c'est ce qui correspond à quoi nous avons besoin. J'ai ensuite monté un cabinet de consultation parce que je me suis dit, mais je commençais à l'époque à avoir une certaine expérience. Et je me suis dit, cette expérience, il faut qu'on essaie de voir comment on peut la partager. Et c'est à ce moment-là qu'un certain nombre d'initiatives ont été prises, notamment la création, avec quelques amis, de ce qu'on a appelé le réseau de l'entreprise en Afrique de l'Ouest.
qui nous a permis de réunir des entrepreneurs de ce qu'on appelait déjà la deuxième génération, des entrepreneurs en Afrique de l'Ouest. On a commencé en Afrique de l'Ouest en disant mais c'est quoi cette histoire de francophone? C'est quoi cette histoire d'anglophone? C'est quoi cette histoire de lusophone? C'est un héritage qui nous divise, mais c'est un héritage stupide. Et donc on a dit, on va se réunir, on va travailler ensemble, on va voir quelles sont les synergies. Et nous avons énormément appris des autres pays, notamment les pays anglophones, comme eux ont appris de nous. Et on s'est rendu compte que ces divisions étaient des divisions totalement factices et ridicules. Et on a étendu le concept. West African Enterprise Network, East African Enterprise Network, en Afrique de l'Est. On a étendu le concept en Afrique australe, South African Enterprise Network. Alors évidemment, ce sont des organisations qui aujourd'hui ont évolué, elles ont changé, etc. Mais l'idée, c'était de dire il faut que cette intégration se fasse d'abord et avant tout par le secteur privé. Pourquoi? Pour des raisons très simples. C'est que moi, je suis arrivé à la conclusion, en regardant les chiffres d'un certain nombre de pays, qu'à quelques exceptions près, je pense à l'Afrique du Sud, je pense au Nigeria, et ça s'arrêtera là, peut-être à un ou deux autres pays. Ma conviction absolue, c'est que nos pays, tels qu'ils sont, tels que nous en avons hérité, sont simplement des pays qui ne sont pas viables. Je sais que ce n'est pas très encourageant ce que je vous dis, mais ça signifie qu'on n'a pas d'autre choix que de travailler dans le cadre de l'intégration africaine. Nos pays ne sont pas viables et ils ont été conçus comme ça, en sachant qu'ils ne seraient pas viables et que donc nous n'arriverons pas à nous développer. Et continuer, nous, à nous regarder en « oui, lui c'est un francophone, l'autre c'est un anglophone, hein, oui c'est un Ghanéen, c'est un Gambien, c'est etc. etc. » C'est juste un moyen que les gens et les uns et les autres ont trouvé pour nous maintenir dans le sous-développement. C'est délibéré. C'est très important. C'est très important et c'est important également que dans une structure comme celle-là, toutes les nationalités soient là. Il faut travailler ensemble. Nous n'avons pas le choix parce que nos pays ne sont pas viables. Ensuite, je me suis occupé du programme secteur privé de la Banque mondiale au Sénégal, qui m'a pris pendant 5-6 ans, où je connaissais déjà la banque, mais j'ai eu à travailler davantage avec elle, avec des choses extrêmement intéressantes, parce que la Banque mondiale, c'est probablement l'institution où il y a le plus de savoir et de connaissances. Non pas par les hommes qui y sont, ou les femmes, mais simplement parce qu'il y a toute une expérience accumulée au niveau de la Banque mondiale qui existe, qui est sur les papiers, et qu'il faut juste aller chercher. Et cette expérience, elle est considérable. Maintenant, la Banque mondiale, c'est comme le reste. Il y a des gens de qualité très variable. J'ai rencontré des gens extraordinairement compétents et j'ai rencontré des gens totalement corrompus. Et je pense que c'est important, dans ce genre de situation, que chacun d'entre nous, nous restions droits dans nos bottes et croire à un certain nombre de principes et de valeurs. J'ai eu ensuite l'opportunité de travailler, c'était la première fois que je sortais du Sénégal d'ailleurs, à Bruxelles, comme directeur du Centre pour le développement de l'entreprise. Là, c'était plus la Banque mondiale, c'était l'Union européenne. Et j'ai vu comment l'Union européenne travaille avec nos pays. Et vous comprenez mieux aujourd'hui pourquoi l'Europe est en perte de vitesse en Afrique. Les parts de marché de l'Europe sont en train de se réduire et se réduiront de plus en plus. Parce que le futur de l'Europe, c'est le passé. Même si ça reste une fantastique puissance sur le plan technologique. Mais regardez ce qui se passe actuellement en Europe.
tous ces problèmes avec les migrants qui arrivent, alors que pendant des décennies, ils avaient mis leur Schengen là et tout. Le Schengen, là, ça a été balayé. Mais on pourrait appeler ça the payback check, quelque part. Puis quand même, il faut quand même rappeler aux Européens qui sont quand même restés 3 siècles ici, dans nos pays. On ne leur avait pas demandé de visa à l'époque, on ne leur avait même pas demandé de venir. Donc l'histoire se répète et l'histoire est un balbutiement. Et puis, l'expérience professionnelle en cours, c'est depuis 2012. Moi, je suis arrivé à la DPME et je peux vous dire que je suis très fier de l'équipe qui est à la DPME aujourd'hui. C'est une petite équipe, nous sommes 30, dont Mademoiselle Khan. C'est probablement la meilleure équipe avec laquelle j'ai jamais travaillé. Voilà un peu le parcours sur le plan professionnel. Alors, j'ai eu quelques autres petites expériences en étant administrateur d'un certain nombre d'institutions. Je peux citer par exemple l'Institut de technologie alimentaire. On aura peut-être l'occasion d'en reparler. Parce que c'est un endroit qu'il faut que vous connaissiez. Ce qu'il y a comme savoir au Sénégal, c'est juste énorme. Et en plus, c'est un savoir qui n'est pas suffisamment utilisé. Sachant que chaque résultat de la recherche, normalement, mériterait la création d'une entreprise, au moins. Première chose. J'ai ensuite, j'ai été pendant 10 ans, de 2002 à 2012, j'ai été administrateur de RFI, Radio France Internationale. Ça m'a permis de voir comment une radio pouvait travailler avec de vrais moyens, parce que RFI c'est une énorme radio, c'est plus de 130 millions d'euros de budget. C'est une radio qui maille totalement, j'ai envie de dire pratiquement le monde entier, mais en tout cas qui fait partie des radios les plus écoutées d'Afrique. Et c'était important pour moi de comprendre comment ces choses fonctionnaient. Et puis aujourd'hui, parmi mes autres fonctions au niveau de la DPME, je suis administrateur de la Banque nationale de développement économique, la BNDE, qui est une initiative qui a été lancée récemment, sur laquelle beaucoup d'entre nous comptons. Mais il était temps que le Sénégal ait enfin sa banque, quoi. Hein, parce qu'on nous a lavé l'esprit en nous disant non, il ne faut surtout pas avoir de banque. Ah ben si, il faut surtout avoir des banques. Et de préférence des banques qui nous appartiennent. Je rappelle que dans un certain nombre de pays, les banques étrangères sont interdites. En Éthiopie, les banques et les assurances, ça ne peut être que local. Et je crois que, peut-être qu'on aura l'occasion d'en discuter, mais il va falloir qu'on arrive à ça, également au Sénégal. Il y a des choses que je ne peux pas comprendre, il y a des choses que je ne peux pas accepter. Je vais vous recommander de lire le nouveau livre qui a été publié par Felwine Sarr, qui s'appelle Afrotopia. C'est quelque chose que vous devez lire, parce que ça va vous aider à vous nettoyer l'esprit par rapport à un certain nombre de choses que l'on a mis dans nos têtes pendant des siècles et des siècles. La première chose que vous devez bien comprendre, c'est que en disant on veut se lancer dans le secteur privé, vous êtes dans le vrai. L'avenir de l'Afrique, c'est le secteur privé. Moi, ce que je voudrais, c'est simplement, non seulement vous encourager, être très tenace, mais je veux surtout que vous commenciez à utiliser vos yeux autrement que ce qu'on vous a appris. En vous posant toujours une seule et même question, mais pourquoi est-ce qu'on ne peut pas le faire? Pourquoi? Si vous arrivez à la conclusion, à un moment donné, qu'il y a une sorte de... Parce qu'on nous a expliqué ça, que nous étions un peu moins intelligents. On l'a expliqué. Donc là, il faut vous résigner. Je prends un exemple. La brouette, au Sénégal, elle est importée.
Alors, il y a une roue, il y a une petite armature, il y a un petit réservoir, et je me dis, mais est-ce que la brouette, sur le plan technologique, est inaccessible aux Sénégalais ou aux Ivoiriens, aux Camerounais là. Même question pour tout le monde. Si effectivement la brouette est inaccessible, continuons à l'importer. Mais si elle nous est accessible, quand même, faisons-la nous-mêmes. Et moi, ce que je voudrais, c'est que vous preniez l'habitude de regarder nos pays avec des yeux sans a priori. Faites le tour par exemple dans le secteur de l'agroalimentaire, faites le tour des grandes surfaces. Allez regarder ce qu'il y a là-bas. Et vous me dites, ça on ne peut pas le faire. Ok, donc on ne le fait pas. Mais la réalité, c'est que vous allez vous rendre compte que 95% de ce qui est vendu peut être fait ici. Ou, s'il ne peut pas être fait ici, il peut être fait au Cameroun. Mais dans ce cas-là, pourquoi on va le prendre en Chine? Hein? Les coûts de production? Mais les coûts de production, ça se corrige, monsieur. Il n'y a pas de fatalité. Pourquoi est-ce que les tables qui sont là viendraient de Chine ou d'ailleurs? Pourquoi? Je ne dis pas qu'on peut tout faire. Mais je dis qu'il y a beaucoup de choses que l'on pourrait faire et que l'on ne fait pas. Et c'est parce que ces choses, nous ne les faisons pas qu'il y a autant de chômage dans notre pays. 2012, 2500 milliards au Sénégal d'importation. 1100 milliards d'exportation. 1400 milliards de déficit de la balance commerciale. Ça s'est aggravé tous les ans ensuite de 300 milliards. Ça ne peut pas continuer. Nous sommes en danger. Parce que lorsque vous avez des indicateurs de cette nature-là, vous êtes en train de perdre votre souveraineté. Donc la question, c'est regardez vous, autour de vous, et posez-vous les bonnes questions. On est dans une pièce, les lampes là, c'est importé, le sol est importé, les interrupteurs sont importés, les prix sont importés, les tables sont importées, les chaises sont importées. Jusqu'à quand? Il n'y a pas une manière africaine de gérer les entreprises. Là, il faut être très sérieux sur cette histoire-là. Débit égale crédit partout. Il n'y a pas au Sénégal, bon, débit égale 1,5. Et la performance, c'est d'avoir des entreprises qui sont gérées en étant modernes. Je ne crois pas à un développement basé sur le secteur informel. Ce n'est pas vrai. Et lorsque les gens du secteur informel viennent vous dire chance moo gën licence, ça, il vaut mieux avoir un peu de chance qu'avoir une licence, c'est un mensonge. Ce pourquoi vous m'intéressez, c'est que justement, c'est que vous êtes formé, vous avez du savoir. Et le savoir, c'est la première arme pour développer de l'entreprise. C'est la première arme. Sachant que la seule activité qui ne demande aucune qualification, c'est quoi? L'achat pour revendre. Le commerce, de base. Ça n'a jamais enrichi un pays. Les pays anglophones, c'est ça la vérité, sont plus entreprenants que les pays francophones. C'est une réalité. Donc, intéressez-vous à ce qui se passe, à commencer par la petite Gambie. Hein. Ah oui. Intéressez-vous à ce qui se passe au Ghana, ce qui se passe au Nigeria. Oubliez tous les clichés qui sont véhiculés sur ces pays-là. Et puis, une chose qui est importante, l'anglais, obligatoire. Je vous assure qu'au XXIe siècle, quelqu'un qui ne parle pas anglais, il est sérieusement handicapé. Il lui manque un pied. Hein. Et lorsque vous réalisez que on est en Afrique, ils sont en train de faire l'Europe avec 27 langues, je crois. 27, tous les documents sont traduits en 27 langues.
En Afrique, vous parlez le français, vous parlez l'anglais, vous faites le tour de l'Afrique. Et si on veut construire l'Afrique de demain, il faut s'appuyer là-dessus. Les 2 langues obligatoires. Un entrepreneur, c'est quelqu'un, son premier rôle n'est pas de changer l'environnement, c'est de s'adapter à l'environnement qui est le sien. C'est très important, parce que dans la plupart de nos pays, vous voyez pas mal d'organisations du secteur privé où les gens passent leur temps à dire « oui, il faut que le gouvernement nous aide ». Non. Non, il y a des gens dans ce pays, vous ne les avez jamais entendus dire qu'ils avaient besoin d'aide de la part du gouvernement. Par contre, ils ont montré de quoi ils étaient capables. Et ce sont ces gens-là dont vous devez vous inspirer. Et ces gens, vous les connaissez, hein? Babacar Ngom, Saher Seck, Pierre Diaye, Mamel Diabot, qui était au bureau avant-hier, etc., etc. Regardez bien ces gens-là. Live again. Africa, live again. Start to smile again. Africa, dream again. Dans le long du speech, on a en tout cas retenu les valeurs morales d'un entrepreneur. C'est important pour nous. Le deuxième point, c'est la nécessité pour un entrepreneur d'avoir de l'expérience. Il est bien beau de vouloir entreprendre selon ses explications, mais le savoir-faire est un élément primordial. Et c'est un autre élément que nous avons retenu dans son speech. Éviter les copier-coller. Ça aussi c'est vrai, parce que la plupart, quand vous prenez 5 à 10 entrepreneurs, vous verrez que les business plans, les 4 ou les 5 sont pratiquement les mêmes choses. Donc, peut-être que les mots ne sont pas utilisés de la même façon, mais l'idée principale tourne toujours autour du même point. Pour les 2 questions, la première, nous avons posé quels sont les outils que vous utilisez à la PME pour appuyer bien évidemment les PME que vous accompagnez. Et la deuxième question, est-ce que l'agence se focalise sur des domaines phares pour financer les PME? Africa, live again. Start to smile again. Africa, dream again.